L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Bonjour toutes et tous, chers amis téléspectateurs de la télévision BF1. Vous êtes sur la première audience télé du Burkina Faso et vous faites bien. Nous sommes avec les jeunes entrepreneurs du Burkina pour la suite de Pépites d'entreprise. Eh bien aujourd'hui, vous le savez, avec les pépites qui sont toujours 60, nous allons voir un module spécial. Il s'agit de l'expérience client. Et en fin de journée, aujourd'hui, nous allons avoir la délibération pour passer de 60 à 32 pépites. Bonjour à vous les pépites. Bonjour. Alors, bienvenue à vous et chers téléspectateurs, installez-vous confortablement pour le module expérience client. Comment traiter les clients, comment parler aux clients, comment les retenir avec nous. Eh bien, c'est parti. Alors, donc en introduction, il faut dire qu'au Burkina Faso, nous avons généralement 3 types de vendeurs. Donc, on a le vendeur autoritaire, on a le vendeur amical et on a le vendeur silencieux, de façon générale. Alors, quand on dit cela tout de suite, qu'est-ce qu'on entend par vendeur autoritaire? Le vendeur autoritaire, eh bien, c'est celui-là qui n'est pas du tout amical avec les clients. Donc, c'est celui-là qui donne des ordres aux clients. Va ici, dépose ça, fais ça, entre ici, passe par là. C'est comme ça qu'il s'exprime avec les clients. Et c'est des vendeurs que nous voyons autour de nous. Hein. Et puis, pour partager une petite expérience avec vous, il y a une vendeuse que je connais qui vend des fruits et légumes. Et un beau jour, il y a une dame, une blanche pour la circonstance, qui est venue pour acheter des avocats. Donc, quand elle va, elle prend un avocat, elle regarde, elle dépose, elle prend un deuxième, elle regarde, elle dépose. Quand elle a pris le troisième avocat, elle a crié « Hey, fo! » Donc, vous voyez un peu, ça c'est exactement le type de vendeur autoritaire. Et je suis tombé dessus. Et donc, c'est un exemple à ne surtout pas répéter. Le vendeur amical, eh bien, lui, il est toujours souriant. Matin, midi, soir, il sourit seulement. D'accord? Dès qu'il voit un client arriver, il sourit et il lui parle avec beaucoup de courtoisie, beaucoup d'amabilité. Il le considère carrément comme un ami d'affaires. D'accord? Lui, c'est le vendeur amical. Il a des réponses précises, des réponses étoffées à toutes les questions du client. Et contrairement au vendeur autoritaire qui a des réponses sèches, des réponses courtes, directes et sèches, eh bien lui, le vendeur amical, ses réponses sont plus étoffées. Il prend plaisir à répondre aux clients. Et puis, nous avons le vendeur silencieux, qui lui ne parle pas beaucoup. Vous pouvez arriver dans sa boutique, vous rentrez, vous tournez dans la boutique, vous ressortez sans qu'il vous dise un mot. Voilà. Tant que vous ne lui parlez pas, il ne vous parle pas. Vous lui posez une question, il vous répond simplement et c'est tout. Il n'argumente pas, il ne cherche pas à vous convaincre, il ne cherche pas à dire autre chose que ce que vous lui avez demandé précisément. Lui, c'est le vendeur donc silencieux. Alors, de ces 3 types de vendeurs-là, quel est le vendeur que vous préférez? Oui? Le vendeur amical. Alors, pourquoi donc vous préférez le vendeur amical? Dites-nous tout. Prenez le micro. Pourquoi est-ce que vous aimez le vendeur amical? Bonjour tout le monde. Oui, monsieur, vous êtes où, s'il vous plaît? Ok. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Jamine Ganame, promotrice de Opération Zéro Chômeur. Pour moi, le vendeur amical, c'est une personne qui cherche surtout les gens. Voilà. Lorsqu'on est en entreprise, ou du moins, voilà, un vendeur, lorsqu'on gagne les gens, on gagne de l'argent. Mais lorsqu'on cherche de l'argent, on perd les gens. Voilà, c'est ce que je pense. D'accord. Oui, c'est une belle réponse. Effectivement, il faut d'abord conquérir les gens pour pouvoir avoir leur poche. Je suis d'accord, effectivement. Donc, il faut choisir d'être un vendeur amical. Pourquoi? Parce que nous allons chez nos amis, n'est-ce pas? Est-ce que vous rendez visite à vos ennemis? Non. Est-ce que vous rendez visite à des personnes qui sont indifférentes vis-à-vis de vous? Non. Vous rendez visite à des amis. Et quand vous arrivez, hey, c'est comment? Ça fait 2 jours, tu vas bien? Ah, viens t'asseoir. Oh, je te sers une bière. Ah, c'est ça, non? Voilà. Est-ce que tu veux manger quelque chose? Est-ce que c'est ça?
Donc, on vous traite en ami. On se préoccupe de vous. C'est là-bas que vous aimez aller. C'est la même chose. Quand le client vient chez vous, eh bien, il a envie d'être traité en ami. Bonjour, madame une telle, bienvenue. La dernière fois, vous aviez pris tel produit. Est-ce que ça a réussi? C'était bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous offrir aujourd'hui? C'est ça, vous lui parlez avec envie, avec enthousiasme, avec entrain. Pourquoi? Parce que vous le considérez comme un ami d'affaires, mais un ami tout de même. Okay? Donc, c'est important pour vous d'être amical. Alors, comme objectif donc, de ce programme, eh bien, ce sera donc de voir les techniques basiques de la vente et les différentes étapes de gestion de la clientèle. Et ce que nous allons voir pour ce module très rapidement. Alors, un vendeur efficace, c'est un vendeur qui maîtrise ses offres, d'accord, mais également donc qui maîtrise les techniques de vente. C'est ça un vendeur efficace. Il ne suffit pas de connaître ses offres. Il y en a qui connaissent leurs offres, c'est-à-dire qu'ils connaissent leurs produits bien. Ils peuvent bien parler de leurs produits. Mais après, sur les techniques de vente, que nenni. Ils ne connaissent pas grand-chose. Okay? Donc, il a de bons produits, il maîtrise son produit, mais il n'arrive pas à vendre. Il n'arrive pas à écouler. Mais pourquoi il n'arrive pas à écouler? Il n'a pas les bonnes techniques. Que ce soit vous-même ou que ce soit des employés que vous avez dans vos projets, eh bien, il faut vous assurer qu'en plus de maîtriser les offres, eh bien, vous ou vos employés maîtrisiez les techniques. Et pour cela, il n'y a rien d'autre que la formation. Il faut se former. OK? Bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Le vendeur efficace, en premier lieu, il est toujours souriant. Vous le reconnaîtrez ainsi. Et quand vous recruterez donc quelqu'un qui doit travailler pour vous au service vente, c'est-à-dire en front line, qui doit tout le temps parler aux clients, assurez-vous de recruter quelqu'un qui aime sourire. Quelqu'un qui a le sourire permanemment sur le visage. Sinon, si vous prenez quelqu'un qui a la mine serrée, il vous chasse vos clients. Sûr et certain. OK? Il faut maîtriser les offres. Quels sont les produits que vous avez? Le vendeur ne doit pas être quelqu'un qui bégaye. C'est clair. Ça ne doit pas être quelqu'un qui est là, on lui pose une question, il réfléchit pour trouver la réponse. Il doit maîtriser chaque offre. Vous proposez quoi? Les bœufs. Et quoi d'autre? Les pintards. Et quoi d'autre? Les chèvres. Eh bien, moi, quand je viens, je vous pose une question sur les bœufs. Vous devez tout connaître. Les races de bœufs, le cycle de production des bœufs, les maladies des bœufs, les nourritures des bœufs, les machins chouettes des bœufs, les machins bidules des bœufs, les machins trucs des bœufs. C'est-à-dire que vous devez tout connaître, maîtriser sur le bout des doigts. C'est comme ça que vous en parlez bien avec vos clients. Mais si moi je viens et que je vous pose une question sur les bœufs, votre bœuf là-même c'est quelle race? Et vous dites, c'est là, moi je ne connais pas. Hein. Moi je m'en vais. C'est clair, je m'en vais. Parce que je veux parler à quelqu'un qui connaît son produit. Donc, à quelqu'un à qui je peux faire confiance. C'est important. Maîtriser les offres. OK? Être toujours prêt à aider le client. Il faut répondre à toutes les questions et à tous les besoins du client. D'accord? On va approfondir cela. Mais imaginez le client arrive, vous avez déjà fermé boutique, vous voulez partir, vous dites, c'est pas demain. Hein. Ça ne marche pas. Si le client vient, même si vous devez être là-bas jusqu'à minuit, vous êtes là-bas jusqu'à minuit. C'est ça. C'est la pause, hein. Il faut attendre, il y a mon remplaçant qui... Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Exactement, c'est le client qui est patron. Quelqu'un l'a dit. Oui? Bonjour, Draman Sanogo, promoteur des Signaliers École Express. On dit toujours que le client est roi. Oui. N'importe quel moment, à n'importe quelle heure, si le client vient, même si on doit fermer boutique, on reste à l'écoute du client jusqu'à ce qu'il fasse son choix. Parce que ce dernier peut nous apporter encore d'autres clients. C'est ça. Parfait. Exactement. Exactement. Moi, ça m'est déjà arrivé de quitter chez moi un dimanche alors que c'est mon seul jour de repos dans la semaine pour aller travailler toute la journée avec un client pour mettre en place une stratégie de communication parce que le client n'avait aussi que ce jour-là de libre. Et puis même qu'après, qu'on ait travaillé tout ça, ça n'est pas abouti. Mais je garde toujours le sourire. Et non, je garde toujours le... Demain, il me rappelle encore, je suis là.
Ah ben oui, le client c'est le roi, il ne faut pas seulement le dire, il faut le vivre. N'est-ce pas? Voilà, si le Moro Naba se présente devant vous, comment est-ce que vous vous comportez avec lui? Si vous avez le Moro Naba en face de vous, comment est-ce que vous lui parlez? Donc, à chaque fois que vous avez un client chez vous, dites-vous, c'est le Moro Naba qui est là. Donc, parlez-lui avec respect, avec beaucoup de courtoisie. Okay? Et il faut toujours vous assurer que le client reparte de chez vous heureux, avec le sourire. Qu'il ait pris un produit ou pas, faites en sorte qu'il reparte heureux. C'est ce qui va faire l'attachement entre le client et votre entreprise. C'est très important. Okay? Alors, les techniques de vente, c'est l'ensemble des méthodes que nous allons mettre en place pour, d'une part, satisfaire les besoins immédiats des clients, d'autre part, satisfaire les besoins émergents des clients, c'est-à-dire les besoins nouveaux donc, qui viennent de façon permanente parce que les clients ont tout le temps de nouveaux besoins. Donc, il y a les besoins immédiats, il y a les besoins émergents, mais aussi fidéliser et retenir les clients avec nous. Et tout ça qui forme l'ensemble des techniques de vente. Okay. Alors, pour cela, on va récapituler ce qu'il faut faire. Il faut maîtriser ses offres. Il faut réussir le contact. Le premier contact, c'est important. Okay. Maîtriser le contact. Okay. Mettre en avant les bénéfices pour le client. Quand on vend un produit, on ne vend pas le produit pour lui-même. Le produit, là, ce n'est pas en lui-même. C'est qu'est-ce qu'il apporte comme bénéfice pour le client. N'est-ce pas? Quand j'achète le sac d'Ambélé, eh bien, ce n'est pas le sac en lui-même, en tant qu'objet qui est beau, qui est agréable à regarder et tout ça. Non, c'est le fait pour moi de pouvoir y mettre mon ordinateur, mon chargeur, mon classeur, mon agenda pour pouvoir aller au travail. Donc, c'est le bénéfice qu'il faut mettre en avant. Le bénéfice pour le client. Qu'est-ce que ça t'apporte comme usage bénéfique? Quand je vais acheter les infusions de Myriam, ce n'est pas pour la beauté des infusions. C'est pour ma santé, c'est pour mon bien-être, c'est pour le tonus de la journée, c'est pour ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'il faut mettre à l'avant quand on va. OK? Alors, il faut gérer les objections avec courtoisie. C'est quoi les objections? C'est quoi les objections? Je dirais peut-être les remarques et les suggestions des clients. Oui, ça peut être ça, les remarques, les suggestions, ou encore, merci, ou encore, qui d'autre? Les objections, oui, ici. Là, ça promoteur de Casudium. Les objections aussi peuvent être les manifestations de mécontentement aussi du client. Oui, c'est possible, ça peut être ça. Mécontentement, ok, c'est ça. Vous savez, quand vous approchez un client pour lui vendre quelque chose, là, tout de suite, le client, il se dit, ben, vous voulez prendre son argent. Ah, remarquez dans la rue, quand les vendeurs ambulants, les petits enfants là vous approchent, dès qu'ils vous tendent un produit, votre premier réflexe c'est de dire non, c'est bon. Oui ou non? Pourquoi? Parce que personne n'aime qu'on vienne enlever son argent de sa poche. L'argent qu'on a durement gagné. Parfois, le produit même qu'ils vous tendent là, c'est un produit dont vous avez besoin. Mais dès qu'ils vous tendent le produit, non, c'est bon. C'est systématique. C'est une objection. OK? Et donc, les clients ont des objections et c'est naturel. Et ces objections, ça peut porter sur plein de choses. Ça peut être sur la quantité du produit, ça peut être sur la qualité du produit, ça peut être sur le prix du produit, ça peut être sur plein de choses, n'est-ce pas? Et quand le client fait ces objections, il faut bien les prendre et bien les gérer. Le client vous dit, votre produit là même c'est trop cher. Ah, si c'est cher, il faut aller ailleurs. Ça, vous n'avez pas bien pris l'objection. Il faut bien prendre l'objection. Je comprends tout à fait que vous dites cela. En réalité, voici ce que vous pouvez en faire, voici les bénéfices, voici ce qui fait que c'est assez intéressant pour vous. Donc, il faut gérer l'objection avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de courtoisie, avec beaucoup d'allant. Oui, Marthe. J'ai une petite question. Oui. C'est par rapport aux bêtes que je vends là. Par exemple, une fois, j'ai approché un boucher dans un marché de la place. Il m'a dit que les bêtes dans les fermes sont chères.
Parce que chaque fois, nous notons ce que les aliments que les bêtes consomment et tout. Donc, après, on vend ça à un prix élevé. Donc, eux ne peuvent pas venir au niveau de la ferme pour payer, qu'eux préfèrent payer au marché. Donc, j'ai dit, le fait de venir payer chez nous, il y a un suivi vétérinaire qui est là. Vous n'êtes pas sûr que les autres bêtes là sont suivies. Voilà. Et quand vous vendez, par exemple, des bêtes qui ne sont pas suivies, vos clients peuvent tomber malades. Mais eux voient sur le prix. Et, au fait, la cherté fait qu'eux ne voient même plus la qualité. Voilà. Donc, ce que nous, on peut faire, c'est mettre les bêtes dans les caves comme les autres bêtes et puis vendre au marché. Ou bien, qu'est-ce que vous proposez? D'accord. Je pensais que tu avais répondu déjà. Non, je n'ai pas la réponse. D'accord, bien. Vous voulez répondre? D'accord. Donc, on va prendre 2 réponses là-bas et une troisième là-bas avant de poursuivre. Oui? Allô, Sanoko Draman. Et pour Matt, je dirais ceci. Il faut d'abord passer par la sensibilisation. Par exemple, je dis que les bêtes suivent, ils sont suivis par des vétérinaires. Et tant que ce boucher ne connaît pas l'importance du vétérinaire, il ne va jamais venir chez toi. Il va toujours aller au marché. Il faut aussi sensibiliser, aller au marché, sensibiliser aussi tous les bouchers qui sont là sur le bien-être de la viande. C'est-à-dire une viande bien traitée. Parce que la viande, le bœuf que nous payons au marché, nous ne savons pas si ces bœufs sont malades ou bien si ces bœufs ont quelque chose. Voilà. La viande même que nous payons, nous ne connaissons pas la qualité de la viande. Par exemple, si ce monsieur, s'il achète tes bœufs, quel sera son avantage? C'est-à-dire qu'il pourra aussi faire ta communication. Tu peux aussi le suivre pour aussi faire de la communication, la sensibilisation pour que les gens payent. Même si la viande est chère, elle a des qualités. Donc, c'était ma réponse à ta question. D'accord, merci. Oui? Bonjour, Parfait Ouedraogo, promoteur de la paysanne. Pour moi, le premier aspect sur lequel tu dois jouer, c'est de connaître le besoin de ton client. Un boucher, la première des choses qui le préoccupe, c'est sa marge. Dans ton environnement, quand tu viens lui proposer quelque chose qui est cher par rapport à une autre offre concurrente qui est moins chère, moi, en tant que boucher, je vais plancher sur ce qui est moins cher, si ça me permet de réaliser une bonne marge. La première préoccupation du boucher, c'est sa marge. Donc, c'est de mieux connaître ses besoins avant de mieux placer tes produits. Merci. Je dirais que la sensibilisation est bien, mais lorsqu'on se retrouve face à un client, le souci, c'est quoi? C'est de vendre. Voilà. On peut être convaincant et tout. On peut dire, oui, mon produit, c'est de la qualité et tout, mais ça ne va pas motiver le client. Voilà. En marketing, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de créer un besoin. Créer un besoin, de faire en sorte que le client même se sente vraiment dans le besoin d'acheter. Soit un besoin, soit un problème. Si je sais que, par exemple, acheter, je peux dire au client, si vous achetez ces bêtes-là, en cas de mort de cette bête-là, nous allons le remplacer pour vous. En plus, ou du moins, voilà, et nous avons un suivi vétérinaire. Voilà. Par contre, si vous allez acheter au marché, vous l'avez acheté une fois, la bête est morte, c'est fini. Vous n'allez même plus reconnaître les vendeurs, vous ne pouvez même plus vous plaindre. Vous voyez l'avantage d'acheter avec nous, mais je sais que mes bêtes ne vont pas mourir parce que je les ai très bien pris, j'ai très bien pris soin de mes bêtes. D'accord. Voilà. Ok, formidable. Oui, Dambélé? Oui. Ok, Dambélé Abdoulaye, promoteur de Vision Confection, avec le projet Un Burkinabé, un sac made in Burkina. Moi, ce que j'allais dire à Matt, ce que je pense, c'était de vraiment choisir son client. Parce que nous sommes face à une situation où il faut d'abord sensibiliser. Et la personne directe qui vient payer n'est pas lui qui va consommer. Lui, il n'est qu'un intermédiaire entre le vendeur de la bête et le consommateur. Est-ce que lui, il va prendre la peine de sensibiliser ceux qui viennent payer la viande? Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est de choisir son client type. Par exemple, les hôtels, ceux qui font des prestations de services, et leurs clients les demandent une certaine exigence au niveau de la qualité, et peut-être ils seront plus prêts de payer la qualité pour pouvoir satisfaire
leur clientèle. Sinon, nos mamans ou nos sœurs qui partent payer vraiment la viande au marché, ils ont une certaine somme programmée pour ça. Et le fait de les expliquer toutes ces panoplies de qualité haute là, ce n'est pas ce que monsieur a donné. Monsieur a donné une certaine somme et il y a une marge qui est prévue pour vraiment la viande. Et toutes ces explications, monsieur s'en fout, parce que monsieur même ne va pas entendre ça. Donc c'est de choisir vraiment à qui vendre les bêtes là. D'accord. C'est pas à toi. Bon, ça se dit pas, mais quand même choisir quoi. Voilà, merci. Selon moi. Merci beaucoup. Ça marche. Dernière réaction, Kaline, oui, devant. Donc, Kaline Wedokoro, responsable de Kaline Bio. Donc, moi, ce que je pense, c'est que son problème avec les bouchers spécialement, c'est que le boucher, il s'en fout de que ce soit la qualité ou pas. Lui, il veut avoir son argent. Donc, même s'il y a un bœuf qui est mort là, ils vont vendre. Ils vont vendre. Donc, ce que moi, je proposais, c'est peut-être, je ne sais pas si tu fais des prix en gros, je ne sais pas, mais c'est peut-être discuter avec lui, vous allez trouver un terrain d'entente et trouver un prix qui peut l'arranger, même si c'est légèrement plus cher, avec une petite sensibilisation et un prix qui peut toi aussi t'arranger. Si ce n'est pas ça là, moi, je ne vois pas ce que le boucher là. D'accord, merci beaucoup. En fait, vous avez de très bonnes réponses qui sentent l'expérience dans ce que vous faites. Il y a une chose qui me gêne déjà, c'est que Marthe semble être d'accord avec le client que c'est cher dans sa réponse. Alors que vous devez partir du principe que votre offre est au bon prix, au juste prix. Ce n'est pas cher. Il n'y a rien qui soit cher. La cherté est relative. N'est-ce pas? Je vais au marché tout de suite, je vois un habit, on me dit que ça coûte 30 000 francs. Ça me plaît, ça me convient. D'accord? J'ai 30 000, j'achète l'habit, je suis content, je suis satisfait. Dès que je sors, je croise Montréal, Nana, qui porte le même habit, et il me dit, ah, moi je l'ai acheté à 20 000 francs. Tout de suite, je dis, non, putain, je ne suis plus satisfait. D'accord? Et en avançant, je croise mon ingénieur son, mon Nomo, et lui il me dit, non, moi j'ai acheté cet habit-là à 40 000 francs. Il dit, ah, donc j'ai fait une bonne affaire. Est-ce que vous voyez un peu? Il n'y a pas de prix cher. Si vous ne l'intégrez pas, vous allez avoir des problèmes avec vos clients. Parce que quand le client vous dit c'est cher et que vous acceptez tout de suite, oui, c'est cher, vous ne pouvez plus vendre avec ce client. C'est normal. D'accord? Je comprends pourquoi vous dites cela. Seulement, laissez-moi vous expliquer que. Et c'est là que vous avancez vos arguments. Effectivement, je suis d'accord avec Soulama, qui dit que ce n'est pas à lui que tu vends. N'est-ce pas? Donc, ton produit est adressé à un client type. Mais n'empêche, n'importe qui peut venir. Et si le boucher est venu chez toi, c'est qu'il a un besoin. Il faut maintenant que ton offre matche avec son besoin. Donc, c'est pour cela que le client doit beaucoup plus parler que le vendeur. Il faut lui poser des questions. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez exactement en termes de bêtes? Voilà. Vous prenez généralement à quel âge, quel poids? Généralement. Okay? Vous prenez à quelle fréquence? Ainsi de suite. Ce sont ces questions-là qui te permettent, toi, de lui faire une offre qui correspond exactement à son besoin. L'offre ne doit pas être la même pour tout le monde. Ce n'est pas une offre générique. Tu ne vas pas offrir la même chose à un particulier qu'à un hôtel, qu'à un restaurant, qu'à un boucher qui vend au détail dans le marché. Et même les bouchers, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Et surtout, ne pas accepter que son offre est chère. Qui pense que son produit est cher parmi vous? Ah, heureusement. Si vous pensez que c'est cher, vous arrêtez de vendre. Ce n'est pas cher, c'est au bon prix. OK? On va développer cela. OK? Donc, il faut toujours marquer positivement votre client quand vous avez fini d'échanger avec lui. Donc, à la prise de congé. OK? Vous avez fini d'échanger avec lui, vous terminez sur une bonne note. Ah, merci beaucoup d'être passé. À la prochaine. Bon usage à vous. Au revoir. Saluez tout le monde à la maison. Vous parlez comme si vous êtes avec Dieu, quoi. C'est ça. Autant quand le client arrive, vous l'accueillez bien.
autant quand il a fini qu'il s'en va aussi, on le marque positivement. Ok? Au revoir, madame. Merci beaucoup pour la visite. À très bientôt. Saluez tout le monde. Saluez monsieur. Saluez les enfants. C'est comme ça que vous faites. Vous marquez la personne positivement. Demain, la personne passe devant les étals, là. La personne passe devant les boutiques. La personne passe devant les entreprises et revient chez vous. Autant quand le client arrive, vous l'accueillez bien. Autant quand il a fini qu'il s'en va aussi, on le marque positivement. Ok? Au revoir, madame. Merci beaucoup pour la visite. À très bientôt. Saluez tout le monde. Saluez monsieur. Saluez les enfants. C'est comme ça que vous faites. Vous marquez la personne positivement. Demain, la personne passe devant les étals, là. La personne passe devant les boutiques. La personne passe devant les entreprises et revient chez vous. Parce que vous l'avez marqué positivement. Mais le client a fini, il dit, bon, je m'en vais. Ok. Non. Donc, autant vous l'accueillez bien, autant pour la prise de congé aussi, vous l'impactez positivement. Ce sont de bonnes astuces. Gardez à l'esprit que l'organisation dans l'entreprise qui veut que le DG soit la personne la plus importante, ok, eh bien, a été renversée. Quand vous êtes au service client, quand vous êtes en face d'un client, vous faites du commercial ou de l'expérience client, eh bien, vous devez vous dire que c'est le client l'élément fondamental d'une entreprise. Quand vous avez vu le marketing, on vous a dit que avant de mettre en place votre entreprise, dès que vous avez l'idée de projet, vous devez aller vers les clients pour faire ce qu'on appelle donc une étude de marché. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire par la suite là répond à l'étude de marché qui est faite auprès des clients. Votre entreprise n'a de raison d'être que pour répondre aux besoins des clients. Donc ce sont les clients, l'élément fondamental de votre entreprise, de votre projet. Gardez ça à l'esprit. Vous, en tant que porteur du projet, en tant que directeur de l'entreprise, si vous n'êtes pas là, l'entreprise doit pouvoir fonctionner correctement avec vos agents, avec vos employés. L'entreprise fonctionne. Oui ou non? Oui. Mais quand les clients ne viennent pas, votre entreprise ferme. Ça n'a plus de lieu d'être. Ok? Donc, gardez à l'esprit que c'est le client, l'élément fondamental de votre entreprise. Là, on va faire une petite déviation pour parler de notoriété. Et vous comprendrez pourquoi. Quand je vous montre cette image de Apple, et vous voyez à côté 205,5 milliards. Les 205,5 milliards de dollars, selon vous, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à quoi? Je dirais que ça équivaut au nombre de clients. Non, ce n'est pas le nombre de clients. Oui? Non? Donnez le micro derrière ici. Ça équivaut à quoi? Vous voyez, Apple, 205,5 milliards de dollars. Ça équivaut à quoi? Bonjour à tous, c'est Dimitri, médecin, porteur du projet Galerie d'Art Meubles de Pensée. Oui. C'est au capital de Apple. Ce n'est pas le capital. D'accord? Oui, ça équivaut à quoi, Florian? Donc, je dirais que ça équivaut au nombre de prospections en produit d'Apple. Non, mettez-vous debout pour parler. Ce n'est pas le nombre de prospections. Ce n'est pas le nombre de prospections. Oui, ici et ici. Oui. Oui. 205,5, je pense que ça équivaut au nombre de clients. Non. C'est milliards de dollars. Oui. Je dirais que ça équivaut à la valeur de l'entreprise. Non. Tu es sur le chemin. Mais ce n'est pas la valeur de l'entreprise. Mais c'est sur le chemin. Oui. Je dirais c'est pas loin. Que ça équivaut à leur trésorerie. Non, ce n'est pas la trésorerie. Dembélé n'était pas vraiment loin. Il faut donner ici. Non? Oui? Oui, pour moi, c'est en fait la valeur boursière en fait, de l'entreprise. Non, ce n'est pas la valeur boursière. Oui? La qualité des services. Non, ce n'est pas la qualité des services. Oui? Oui, un micro ici devant et l'autre micro derrière là-bas. Bon, les deux derniers.
Si les deux trouvent, tant mieux. Sinon, je vais vous donner la réponse. Oui, Nagati, debout? Moi, je pense que ça équivaut à leur poids. Par exemple, si tu veux payer l'entreprise Apple, là, il faut débourser cette somme. C'est leur... En fait, c'est pas loin, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas loin, mais c'est pas ça. C'est presque ça. Africa Solaire est clair. Oui. Le solaire sans le convertisseur de tension. Oui. Je pense que c'est l'objectif de l'entreprise à atteindre, au fait. Non, c'est pas l'objectif de l'entreprise. Dernière intervention. C'est le prix de la marque. Merci. Applaudissements pour Dignité. C'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si vous voulez acheter la marque Apple, ce n'est pas l'entreprise que vous voulez acheter. C'est pas l'entreprise. C'est pour ça que je dis qu'ils étaient proches, mais ce n'est pas l'entreprise. La marque Apple, rien que le logo là, le fait de pouvoir utiliser le logo Apple, si vous voulez vous créer des sacs, si vous voulez vous créer des voitures, si vous voulez vous créer des montres, si vous voulez vous créer des téléphones, vous créez ce que vous voulez avec. Mais rien que l'usage de la marque Apple, vous devez débourser 205,5 milliards de dollars. Oui. S'ils acceptent de vous vendre la marque, c'est à 205,5 milliards de dollars que cette marque est estimée aujourd'hui. Mais vous n'avez rien. Vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez pas d'usine, vous n'avez rien. C'est juste la marque. C'est-à-dire le logo là, Apple, la pomme croquée là. C'est juste ça qu'on vous donne. Et pourquoi est-ce que ça vaut autant? Ça vaut autant parce qu'aujourd'hui, peu importe ce que vous allez fabriquer dans le monde, qui est estampillé Apple, les gens vont acheter ces gages de qualité. Ils ont travaillé à mettre en place une notoriété qui fait que la marque se vend seule. Vous fabriquez votre ordinateur, d'accord, d'une quelconque autre marque qui coûte 500 000 francs. Je vous prends le même ordinateur avec exactement les mêmes composants et puis je mets Apple dessus, ça vaut 1 million. C'est ça la notoriété. D'accord? Donc, chaque entreprise doit travailler sa notoriété. Chaque projet doit travailler sa notoriété. Il faut que les gens, quand ils viennent chez vous, là, quand ils repartent, disent « Ah non, chez Kaline Biola, en tout cas, c'est top. Ah non, si c'est Kaline Biola. » Quand quelqu'un même veut parler, il dit « Non, 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 si c'est Kaline Biola, c'est bon. » C'est ça la notoriété. Il faut que vous arriviez à ce niveau de notoriété-là. Et pour arriver à ce niveau de notoriété, ce n'est pas votre savoir-faire, c'est l'expérience client. Ce n'est pas le produit, ce n'est pas le service, c'est l'expérience client. Comment les clients se sentent quand ils viennent chez vous? Comment vous les traitez? Comment vous les accueillez? Quelles sont les valeurs que vous mettez donc, dans le traitement des clients? Pour rester dans la même dynamique, Google, aujourd'hui, ça vaut 167,7 milliards de dollars. Microsoft, 125 milliards. Ainsi de suite. Okay. Amazon, 97 milliards. Okay. Facebook, 88 milliards de dollars. Hein. Coca-Cola, 59 milliards. Est-ce que quand vous allez acheter une bouteille de Coca-Cola aujourd'hui, vous ouvrez votre bouteille, vous buvez le contenu de votre bouteille et puis le goût vous semble un peu bizarre? Est-ce que vous dites que Coca-Cola est mauvais? Non. Vous allez dire, ah les gars, ils ont gardé ça là-bas pendant longtemps. Hein? Ils ont gardé la bouteille là. Mais vous n'accusez jamais Coca parce que dans votre tête, Coca, c'est le summum de la qualité. Quand vous allez acheter votre BMW et que vous sortez avec, vous mettez la vitesse, paf, c'est bloqué. Vous n'allez jamais dire BM, c'est la merde. N'est-ce pas? Vous allez dire, ah, les concessionnaires là, ils ont traficoté la voiture. Hein? Ils ont pris une ancienne et puis ils ont traficoté mes données. Oui ou non? Systématiquement, vous allez acheter votre chaussure Nike, nickel, vous portez, quand vous marchez net, la semelle reste en bas. Vous allez dire, ah, les Chinois là m'ont eu. Vous n'allez jamais dire Nike fait du n'importe quoi. Oui ou non? Ben voilà. C'est comme quand je vais, par exemple, je vais au ciné, je suis un film de baguette, et puis je vois que l'image danse, il y a le son qui est bizarre. Je dis, ah, cela, leur projecteur là même, c'est quoi? Il n'a pas dit que c'est Baguette qui fait un faux film. Vous voyez un peu, c'est ça. Il dit, c'est les gars, c'est leur projecteur, c'est leur machine qui ne donne pas. C'est ça la notoriété. Il faut travailler votre notoriété. Et pour travailler votre notoriété,
il faut travailler la relation client. D'accord? Est-ce qu'il y a une question? Qui pense avoir une bonne notoriété parmi vous? OK? OK? Vous êtes en train de construire. D'accord. Il faut construire encore. Il faut continuer à construire pour qu'à un certain moment, quand quelqu'un dit votre nom, eh bien que ce soit considéré comme gage de qualité. Est-ce que la publicité peut remplacer cette expérience client-là? Est-ce qu'agresser les gens avec beaucoup de publicité, participer à des événements sponsorisés, est-ce que ça peut remplacer cette relation client-là? C'est-à-dire, un exemple, il y a un produit qui n'est pas du tout apprécié par les consommateurs, par le public, mais on se rend compte que les gens vont chaque fois derrière ce même produit-là. Et même, souvent même dans le rang, il se plaint, mais il est là. Qu'est-ce qui fait ça? D'accord. Oui, merci. D'accord, c'est une belle question, effectivement. Alors, pour y répondre, je vais dire simplement, ça ne remplace pas. La publicité ne remplacera jamais l'expérience client, mais c'est complémentaire. Parce que vous pouvez avoir pour ambition d'être juste dans la tête des gens. On parle d'être en top of the mind. D'accord? Top of the mind, vous entendez souvent parler de cela pour les vendeurs, les marketeurs, dans leur grille de notation, il y a le fait d'être en top of mind. Et parfois, ils viennent dans la rue, ils vous posent des questions, ils font leur enquête et ils vous demandent, si je vous demandais de citer 3 marques de vêtements au Burkina Faso, et vous citez 3, c'est-à-dire ça doit vous venir automatiquement en tête de citer la marque, par exemple, c'est pas Floria. Take it. C'est-à-dire si vous citez ça automatiquement, ça veut dire que la publicité marche. Vous êtes en top of mind des gens. Les gens pensent automatiquement à vous quand ils veulent parler de vêtements. Okay? Ça, c'est l'effet de la publicité. Mais maintenant, est-ce que les gens adhèrent? Est-ce que les gens aiment? Est-ce que les gens considèrent que c'est le top niveau? Ça, c'est l'expérience maintenant client. Quand ils viennent chez vous, comment vous les accueillez? Comment vous les traitez? Comment vous leur parlez? Quel respect vous leur accordez? C'est tout ceci qui va permettre aux gens de se dire, ah, ça là. D'accord? Donc, il faut joindre les deux. Maintenant, quand est-ce que les gens vont dans une structure alors que visiblement ce n'est pas de la qualité? Peut-être que ce n'est pas de la qualité, mais les gens sont bien accueillis. Les gens sont bien traités, les gens sont respectés. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une situation de monopole où les gens n'ont pas le choix. Il est le seul à offrir ça. Ce n'est pas de la bonne qualité, mais il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de produit de substitution. Donc, on est obligé, mais gare à lui. Si un concurrent ouvre à côté, c'est là qu'il va comprendre que ce n'est pas lui qu'on aimait. C'est parce qu'on n'avait pas le choix. Par exemple, ça peut être ça. Donc, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que quelqu'un qui n'offre pas de produits visiblement très au point ait des clients. Voilà. Généralement, les sociétés d'État, c'est comme ça, on n'a pas le choix. C'est le monopole, on y va parce qu'on n'a pas d'autre alternative, par exemple. Voilà. OK. Il y a une question? Oui. Ouedraogo Zalissa, promotrice de l'entreprise Maria Trans. Et ma question là se situe au niveau de la notoriété. Genre, si tu es dans ton entreprise et que, au fait, tu es le gérant, je suis la gérante et que j'ai d'autres personnes, j'ai une boutique. Maintenant, comment faire que parce que celle que j'ai recrutée, elle, c'est juste son argent, elle veut en fin du mois. Je ne sais pas, je dois la former ou bien comment faire pour qu'elle elle sache réellement la vision de l'entreprise. C'est ça. Voilà. Ouais. Il faut la former. Il faut la former. Il faut la former et sur la vision de l'entreprise. Il faut qu'elle soit alignée sur la même vision que toi. D'accord? Et sur les produits et services que vous offrez aux gens. Les produits, donc, c'est-à-dire la boisson, comment c'est fait, quand est-ce qu'il faut les prendre, comment est-ce qu'il faut les prendre, avec quoi est-ce qu'on peut les associer, la confiture, comment c'est fait, comment, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, en quoi est-ce que ça peut aider l'organisme. Il faut lui donner tout ça. Et puis, au-delà de cela, maintenant, les techniques de vente. Comment s'adresser au client, voilà, comment le satisfaire, comment répondre aux objections, comment lui ajouter de la valeur quand il a fini, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, ce n'est pas fini, il faut évaluer. Il faut que tu puisses l'évaluer régulièrement.
Voilà. Pour lui dire, alors, sur cette semaine, voilà, je t'ai suivi, tu as bien fait ceci, ceci et cela, mais pour ceci, ça n'a pas été très bien. Je t'ai observé avec tel client, a eu ça, a eu ça, a eu ça. Comment toi-même tu trouves, voilà, elle va te parler. Et puis tu dis, bon, écoute, on n'a qu'à faire un plan d'action, tu vas corriger tel et tel et tel aspect. Comment tu comptes t'y prendre pour corriger ça? Dans quel délai est-ce qu'on doit voir les résultats? Tu fais du coaching. C'est ça le coaching en fait. Le coaching, ce n'est pas plus que ça. Et quand tu as des employés, il faut les coacher ou toi-même, ou bien tu fais appel à un expert qui les coach. Mais il faut un coaching régulier. Évaluation, coaching. Évaluation, coaching. Évaluation, coaching, c'est permanent. Il n'y a pas un moment où ça finit. C'est permanent. Tant que l'entreprise existe, évaluation, coaching. Tous les employés doivent être évalués, coachés. Évalués, coachés. Évalués, coachés régulièrement. Sinon, le niveau de performance va baisser. Donc, d'abord les former, avoir un bon niveau. Ensuite, évaluer régulièrement, coacher régulièrement. Et s'il y a besoin encore de formation de mise à jour, eh bien, on initie la formation de mise à jour. Mais c'est capital l'expérience client. Il y va de la survie de l'entreprise. Parce que ce que vous offrez, quelqu'un d'autre offre les mêmes choses. C'est sûr et certain. Pourquoi est-ce que le client laisserait chez le concurrent pour venir chez vous? C'est l'expérience client. Pourquoi moi je ne vais pas chez tous les coiffeurs pour m'enlever les cheveux? C'est pourtant pas compliqué. Il suffit d'une tondeuse pour enlever. Mais je ne pars pas chez tous les coiffeurs. J'ai un coiffeur chez qui je vais, qui n'est pas forcément le plus proche de chez moi. Mais c'est là-bas que je vais me coiffer. Et d'ailleurs, quand on déménage parfois et qu'on change de quartier, on a tendance à repartir chez l'autre coiffeur, même si c'est à 10 km. Pourquoi? C'est l'expérience client. Faites en sorte que quand un client rentre chez vous, que demain, il ne veuille plus aller chez le concurrent. Mais si vous lui donnez l'occasion d'aller chez le concurrent et que le concurrent le traite bien, l'accueille bien, lui offre une belle expérience, c'est fini pour vous. Hein? Ah, mon client fort, tu ne viens plus. Hein? Il ne peut plus. Quand je suis allé là-bas, j'ai compris comment on respectait, comment on accueillait, comment on traitait un client. Donc, je ne viens plus. Il va te dire, j'arrive, hein, mais tu vas l'attendre. Et moi, ma question, en fait, se situe au niveau de l'expérience employée. Parce qu'en fait, dans notre domaine, c'est beaucoup plus les services, en fait. Et les services, tout se passe d'abord au bureau. On élabore tout ensemble au bureau avant de sortir vendre. Donc, nous, on a beaucoup plus tendance à garder plus nos développeurs. Voilà, parce que rien que la semaine passée, il y a un de nos développeurs qui dit que c'est vrai que lui, il a tout, on lui donne tout. Mais le problème, c'est que lui n'est pas sûr qu'à la fin de son stage, nous, on va le recruter, donc il est parti. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'expérience employée qui n'est pas arrivé ou quoi? Puisqu'il m'a demandé, je lui ai dit non, je lui ai dit, sois-en sûr, tu es bon, à la fin, on va te garder. Mais il n'était pas sûr, en fait. On lui a même pris une maison, chambre, salon, qu'on paye nous-mêmes, pour qu'il puisse, voilà, parce qu'il n'est pas de Ouaga et tout. Mais malgré tout, le gars, il est parti. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut corriger au niveau de l'expérience employée pour que les autres, quand même, puissent être dans un confort de travail. D'accord. Alors, c'est bien. Alors, déjà, il faut savoir que l'homme n'est mobilisable qu'autour de ses intérêts. Okay? Vous avez une vision, mais peut-être qu'il ne s'inscrit pas dans cette vision-là. Okay? C'est important quand vous avez un nouvel employé de lui expliquer la vision. Où est-ce que vous allez? En fonction, bien sûr, du niveau de l'employé. Parce que dans l'entreprise, il y a des exécutants et puis, bon, il y a des stratèges aussi. Voilà. Il ne faut pas recruter un exécutant, mettre à une place stratégique. Voilà. Comme il ne faut pas prendre quelqu'un qui a un certain bagage et le mettre au niveau exécutant. Il y aura clash. Okay? Si vous prenez quelqu'un qui est vraiment un fonceur, quelqu'un d'actif. Vous savez, dans la population, il y a 90% de passifs, 10% d'actifs. Les 90% de passifs, c'est des gens qui ne prennent pas de décision. C'est-à-dire, ce sont des gens, ils vont là où le vent les mène. On leur dit, fais ça, ils font. On leur dit, ils sont là, voilà. C'est comme ça. La plupart des gens, c'est comme ça. Et il y a 10% qui prennent les décisions, qui guident les autres, qui décident et tout ça. Et si vous prenez quelqu'un qui fait partie de ces 10%-là, et vous le mettez comme exécutant, il va souffrir. Parce qu'il n'est pas fait, il n'est pas programmé pour ne faire qu'exécuter. Il aime apporter des solutions. Il aime dire non, il faut faire comme ça. Ah non, non, je pense que comme ça, c'est mieux. Ah, et vous n'êtes pas prêt à entendre ça. Et là, il y aura toujours un clash entre
le directeur et puis l'employé, parce qu'il n'est pas à son niveau. Si vous prenez aussi quelqu'un qui est un exécutant de nature et vous le mettez à un poste stratégique, décisionnel, il y aura un clash, parce qu'il ne sait pas prendre des initiatives. Il attend toujours qu'on lui dise exactement quoi faire. Donc, il y aura un problème. Déjà, au niveau du recrutement, il faut savoir qui recruter pour quelle tâche. Si vous voulez un vendeur en boutique, il ne faut pas prendre quelqu'un de stratégique. Parce que lui-même, là, il va mélanger tout. Prenez un exécutant, donnez-lui les directives, voici comment il faut faire. Quand le client arrive, voilà, à la fin, voici. Et il l'exécute. Vous prenez un stratège, c'est bon. Parce qu'au lieu d'être là, il va trouver que la tâche est trop banale. Et donc, il va passer son temps à autre chose. Okay? Donc, déjà, au niveau du recrutement, faites le bon choix. Ensuite, expliquez clairement la vision. Où est-ce qu'on va avec l'entreprise? Quelqu'un donc qui est chargé de concevoir des programmes, ça veut dire qu'il a un certain niveau de réflexion. Il est à un poste assez stratégique, n'est-ce pas? Et donc, lui, il doit savoir où l'entreprise va. Clairement. Dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce qu'on va? Quelle est la vision de l'entreprise? Et s'il adhère à ça, il se bat pour vous, il est à fond dedans. Parce que plus il est informé et plus il est impliqué. D'accord? Il y a la pyramide de Maslow appliquée au monde professionnel. Et si vous voyez là, je ne sais pas si certains l'ont déjà vu, vous avez vu la pyramide de Maslow, pas pour les besoins physiologiques, primaires, pas ça. Mais voilà, c'est ça. C'est plus l'entreprise. Quand vous impliquez l'employé, plus il est impliqué et plus il est engagé. C'est-à-dire que si dans l'entreprise, l'employé découvre que vous organisez une rencontre avec des hommes d'affaires et qu'il n'était pas informé, ça le démotive. S'il découvre qu'il y a un nouveau produit que vous voulez lancer, alors que lui-même il est dans l'entreprise, il n'était pas au courant, ça le démotive. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc plus vous l'impliquez et plus ça le motive. Mais s'il est au courant de tout ce qui arrive, il est plus concerné, il est plus motivé à se battre pour l'entreprise. Okay? Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut voir. Votre employé se situe à quel niveau? Maintenant, si vous l'avez impliqué comme il se doit, il occupe un poste stratégique, donc il est impliqué, il est informé de tout. Où est-ce qu'on va, les collaborateurs, les partenaires potentiels, voilà, ainsi de suite. La projection dans 5 ans, dans 10 ans, mais il dit quand même qu'il veut partir. Il a peut-être un contrat ailleurs. Voilà. Il a peut-être un contrat ailleurs. L'offre lui parle peut-être mieux que l'offre que vous lui proposez. Vous lui avez proposé quoi? Un stage. Et vous lui proposez un emploi à la clé. Maintenant, si après, ailleurs, on lui dit, bon, on te signe tout de suite. Voilà. Même s'il vient de sortir, il y a des gens, il y a des entreprises qui payent les études de certaines personnes pour garantir que dès qu'il finit les études, il vient chez lui. Non. Le fait qu'il sorte de l'école, ça, ce n'est pas une excuse pour ne pas l'employer directement. Hein. Ah, ça, ce n'est pas une excuse. Si l'employé fait votre affaire, en réalité, vous ne faites pas de fleurs à votre employé. Hein. Ce n'est pas une fleur, ce n'est pas un cadeau que vous lui faites en lui donnant un emploi. Non, vous vous faites un cadeau à vous-même. Parce que vous trouvez que c'est une ressource qu'il vous faut pour que l'entreprise avance. Et donc, vous l'employez. Et lui aussi, il trouve que c'est un emploi qui va m'aider à avancer dans ma vie professionnelle, dans ma vie d'homme et tout ça. Et il l'accepte et vous signez. Donc, ce n'est pas une fleur. Certaines personnes présentent l'offre d'emploi comme un cadeau qu'on fait. Ce n'est pas un cadeau que vous faites à l'employé. D'accord? C'est gagnant-gagnant. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.